des solutions fondées sur la nature, une diversité d'options pour l'adaptation. Pardon. L'intervenante, c'est Morgane Viltard de l'Agence régionale de la biodiversité. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au PNR des Pyrénées ariégeoises pour l'organisation de ce bel événement et puis pour m'avoir proposé d'y intervenir. Alors, l'intervention d'aujourd'hui portera sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et avant cela, j'aimerais recontextualiser un peu mon propos. Alors, quand on parle des changements climatiques, on est tous à peu près d'accord aujourd'hui que l'augmentation, de la concentration des gaz à effet de serre, va vers une intensification, une exacerbation de l'effet de serre qui va, perturber, nos systèmes climatiques et qui perturbe déjà nos systèmes climatiques et qui va impacter nos sociétés de différentes manières. Ça peut être à travers, l'augmentation des températures, l'exacerbation de certains événements météorologiques, et également des risques naturels tels que les inondations, les sécheresses, les canicules, les submersions marines, etc. Et qui va impacter à la fois nos infrastructures, tels que les effets d'îlots de chaleur en ville, ou également nos activités telles que la baisse de rendement agricole, ou également la baisse de rendement forestier dans les forêts. Donc, ces enjeux-là vont être impactés, vont être subis par nos sociétés, différents en fonction des régions, mais aussi en termes d'impact, de type d'impact, de leur intensité et de leur fréquence. Au-delà d'impacter, nos sociétés, on a également un impact sur, la biodiversité. On le sait, les changements, climatiques, vont impacter la biodiversité, impactent déjà la biodiversité, par exemple en modifiant les aires de répartition, des espèces ou en venant, déstabiliser, fragiliser des écosystèmes. Mais ce qui est moins connu, c'est la boucle de rétroaction positive, d'exacerbation du réchauffement climatique, puisque par l'érosion de la biodiversité qui peut être menée par les changements climatiques et également par les pressions anthropiques, on a une exacerbation du réchauffement climatique puisque certains écosystèmes vont par exemple relarguer du carbone ou vont modifier leur système d'évapotranspiration, ce qui va exacerber le réchauffement climatique. Un exemple assez concret, c'est les tourbières. On sait que les tourbières représentent 3% de la surface de la Terre et représentent un tiers du carbone stocké dans le sol. Donc, des écosystèmes qui ont un intérêt très important en termes de régulation du climat, mais qui, en cas d'assèchement, relarguent le carbone stocké et donc il est à craindre un affolement du réchauffement climatique si on n'est pas capable de préserver ces zones humides telles que les tourbières. Donc, il est nécessaire d'atténuer, enfin d'agir de deux manières. D'une part, l'atténuation du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et puis d'autre part, l'adaptation de nos territoires au changement climatique en cours et à venir, puisqu'on le sait, même si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre aujourd'hui, certains gaz à effet de serre ont une telle inertie, telle que le dioxyde de carbone, qui peut être présent plus de 100 ans dans l'atmosphère, que même si on arrêtait toute émission aujourd'hui, il y aura et il y a déjà un changement climatique auquel il faut s'adapter, il faut réduire la vulnérabilité de nos territoires à ces changements climatiques, à ces effets du changement climatique. Alors, comment s'adapter? Une des solutions, ce sont les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, que j'appellerai par la suite de cette présentation les SAFN. Alors concrètement, les SAFN, qu'est-ce que c'est? C'est selon la définition de l'UICN, ce sont des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement, donc dans l'intention, dans l'objectif, c'est important de relever ces défis de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique de manière efficace et adaptative, tout en assurant à la fois un bien-être humain et en produisant un co-bénéfice pour la biodiversité à travers un gain net de biodiversité. Alors, ce qui est très intéressant dans ces solutions, c'est qu'elles s'appuient sur des solutions opérationnelles, puisqu'elles s'appuient sur les services écosystémiques d'écosystèmes naturels, donc des solutions qui sont existantes, qui sont à notre portée, et puis qui sont également durables, qui ont
un rapport coût-bénéfice assez intéressant, puisque à l'inverse de solutions grises qui ont, par exemple, des coûts assez importants dans la mise en œuvre des travaux, mais également dans la maintenance, et puis également des impacts sur la biodiversité, les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature permettent de restaurer des écosystèmes et de répondre finalement à un enjeu de société tout en ayant un co-bénéfice pour la biodiversité. Alors, un exemple assez simple pour illustrer cette définition, ce sont la restauration, c'est la restauration de ripisylves, donc les bords boisés d'un cours d'eau, par exemple. En restaurant une ripisylve, on va agir sur différents leviers. À la fois, on va réduire la vulnérabilité du territoire au risque d'inondation, puisque grâce aux arbres qui vont être implantés, on va limiter la vitesse du courant, mais on va également permettre de répondre à un enjeu de qualité de l'eau avec le rôle de phytoépuration de la végétation qui va faire barrière aux polluants avant d'arriver dans les cours d'eau. On va également jouer sur l'infiltration de l'eau, donc permettre une meilleure infiltration de l'eau pour soutenir les nappes souterraines. On va également permettre de lutter contre l'érosion du sol au niveau des berges. Et puis, on a ce co-bénéfice biodiversité, puisqu'on recrée un habitat naturel. On recrée à travers cette restauration de ripisylves un corridor écologique, par exemple, et puis également un bien-être humain, puisqu'on recrée un espace agréable, boisé et potentiellement de loisirs. Alors, pourquoi utiliser ce concept des SAFN? Tout d'abord parce que ce concept-là, c'est le seul concept qui décloisonne le débat entre climat et biodiversité, entre réponse aux défis du changement climatique et réponse à l'enjeu d'érosion de la biodiversité, de lutte contre cette érosion. C'est vraiment la seule solution qui permet de mixer finalement ces deux sujets-là. De plus, il permet de faire discuter des experts du climat et des experts de la biodiversité. Et puis au niveau des collectivités territoriales, cette solution permet de lier les politiques biodiversité et les politiques climat des collectivités. De plus, par la définition même des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, les SAFN, on incite à agir puisque l'intention même par la mise en œuvre de ces SAFN, c'est bien de réduire la vulnérabilité du territoire aux enjeux du changement climatique, aux impacts du changement climatique. Et puis, ce sont des solutions durables. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur leur durabilité dans le temps, puisqu'elles s'appuient sur le fonctionnement d'un écosystème qui, finalement, se gère de manière assez indépendante. Et puis, durable, ce concept-là s'appuie sur un cadre méthodologique qui a été euh, créé par l'UICN à travers la publication en juillet 2020 d'un standard mondial sur les solutions fondées sur la nature. Et ce cadre méthodologique permet vraiment, à travers 8 critères et 28 indicateurs, d'avoir une grille d'auto-évaluation pour les porteurs de projets qui souhaitent finalement s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de leur projet, que ce soit sur le volet biodiversité ou climat. Ça permet vraiment d'avoir cette grille de lecture. Et puis, ça permet également d'avoir un langage commun entre porteurs de projets, entre experts, à travers cette grille qui nous permet finalement de savoir si oui ou non on est dans le cadre d'une SAFN. Et puis un langage commun également avec les parties prenantes de manière plus générale et la société de manière plus générale, puisqu'à l'inverse d'autres concepts, les SAFN, les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, sont assez simples en termes de termes techniques et peuvent s'adresser du coup à un public non expert du sujet. Et ce qui est assez intéressant puisque ici l'objectif c'est vraiment de valoriser ces solutions qui sont à notre portée et d'essayer de les valoriser et de faire en sorte que les porteurs de projets les mettent en œuvre, enfin les utilisent en priorité plutôt que des infrastructures grises, lourdes et impactantes. Et puis enfin, c'est un concept assez chapeau puisqu'il est complémentaire d'autres approches telles que l'ingénierie écologique.
Alors, pour entrer dans des exemples concrets, notamment dans le cadre des risques liés à l'eau, donc inondation par exemple, sécheresse, donc accès à l'eau en qualité et en quantité. Quelques exemples, donc par exemple, je vous ai parlé de la restauration de ripisylves. On peut également imaginer, pour réduire le risque inondation, de venir restaurer une zone d'expansion de crue pour permettre au cours d'eau, à l'énergie de l'eau, de venir se dissiper, de dissiper cette énergie du courant. On peut également imaginer de reméandrer le cours d'eau pour de même réduire l'impact des inondations en aval. Et puis, on peut également restaurer des zones humides telles que les tourbières, je vous en ai parlé en introduction, qui vont jouer le rôle à la fois de zone tampon en cas de forte pluie, et puis également un rôle de soutien d'étiage en cas de forte sécheresse. Pour les milieux urbains, on va pouvoir végétaliser, imperméabiliser les villes pour favoriser l'infiltration de l'eau, mais pas que. On a aussi des bénéfices sur l'effet d'îlot de chaleur, par exemple, et bien d'autres. Alors, des exemples un peu plus terrain que j'ai essayé de choisir en Occitanie. Malheureusement, je n'en ai pas en Ariège, et surtout n'hésitez pas à m'en envoyer par la suite. Je suis preneuse de tout exemple qui illustre la mise en œuvre de SAFN en Occitanie. Donc là, c'est le cas de la restauration de la Virdonne et du Dardaillon dans l'Hérault. Donc initialement, c'est un site qui, dans les années 60-80, a été, dans le cadre d'une reconquête agricole, assez lourdement aménagé avec un recalibrage des cours d'eau qui sont devenus assez rectilignes, des berges très abruptes qui, finalement, d'une part, ne permettent plus au milieu aquatique de jouer, enfin, d'avoir son fonctionnement naturel, avec notamment, du coup, la présence d'espèces invasives telles que les ronces sur les bords, et donc un milieu et puis une homogénéisation du flux du cours d'eau qui finalement ne permet plus d'avoir une diversité dans les habitats pour la faune aquatique. Et puis des enjeux, au-delà de ces enjeux de biodiversité et qualité de l'eau, des enjeux également de sécheresse, et à l'inverse des enjeux d'inondation, puisque on le sait, cette région-là est soumise à d'importants épisodes cévenols. Euh, et donc voilà pour les enjeux du territoire. Et qu'est-ce qui a été mis en place sur ce site-là? C'est d'une part de venir adoucir les berges de ces cours d'eau, de replanter de la végétation rivulaire qui est adaptée aux berges, donc de la végétation rivulaire, arbustive, arborescente, également pour jouer le rôle de réduction du phénomène d'érosion. Et puis, dans d'autres tronçons du cours d'eau, a été choisi de déplacer le lit du cours d'eau et de venir le reméandrer, de remettre des obstacles que des rochers rochers, pardon, pour jouer le rôle de déflecteur de courant. Et puis également la création, la restauration de zones humides telles que des mares, reconnectées à ces cours d'eau. Donc vraiment pour redonner la fonctionnalité naturelle aux cours d'eau et ses connexions zones humides et cours d'eau. Et les objectifs qui ont été du coup donnés à ces travaux-là et les résultats qu'on a pu voir, c'est d'une part un rôle vraiment de réduction de l'impact des inondations à travers l'étalement des crues, et puis également en cas de sécheresse, un rôle de soutien d'étiage du cours d'eau aval. Et puis, une amélioration de la biodiversité, puisqu'assez rapidement, on a pu voir dans les zones humides des odonates, des amphibiens revenir et coloniser cet espace-là. Donc voilà pour un type d'exemple sur l'enjeu sécheresse-inondation. Et je passe maintenant à l'exemple dans la forêt du Bac Pégulier en Aude, qui a à peu près les mêmes enjeux. On sait, le département de l'Aude a souffert de sécheresse, par exemple en 2015, 2016 et 2017. Il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont interdit l'utilisation de l'eau sur une période de l'été. Et à l'inverse, en 2018, on a eu des inondations très meurtrières à la suite d'épisodes cévenols. Donc des enjeux vraiment liés à l'eau sur ce territoire-là. Et donc il y a ce site-là de la forêt de Bac-Pégulier qui historiquement avait été replanté de manière assez dense par une replantation d'épicéas.
dans les années 60. Cette replantation-là, avait, nécessité, dans le temps de drainer et d'assécher les tourbières, donc qui ont fragilisé le fonctionnement, de ces tourbières-là. Il a été, décidé par le conseil départemental, en identifiant le rôle, important de ces tourbières-là en bassin, en tête de bassin, de venir restaurer. Et donc pour cela, il y a eu, l'abattage, des épicéas, qui a été fait, avec, notamment, un travail avec, le débardage par des chevaux pour réduire l'impact, sur l'écosystème, et notamment, ces travaux-là ont été, mis en œuvre en phase d'étiage pour également, réduire, l'impact sur la biodiversité. Les tourbières ont été, reconnectées entre elles, reconnectées aussi aux cours d'eau aval, et donc on a bien ce rôle-là, à la fois de zone tampon en cas, de forte pluie, et également ce rôle, de rediffusion de l'eau, dans les écosystèmes en cas de forte sécheresse. Et puis toujours le co-bénéfice biodiversité avec, à la fois, la présence, qui a été observée, d'essements des Pyrénées, et puis de lézards, vivipares, et d'autres faunes très particulières de ces, milieux humides. On passe maintenant à un exemple en milieu, urbain, donc dans le cadre de la création d'un écoquartier à Montpellier. Donc on sait cette, zone-là, cette zone vers Montpellier est une des zones les plus ensoleillées, en France, donc avec, des enjeux au niveau des effets d'îlots de chaleur en ville, avec, du coup des villes minéralisées, donc qui exacerbent ce phénomène d'îlots de chaleur, et puis également, comme, dit précédemment, des phénomènes d'épisodes cévenols très importants qui engendrent des inondations. Ici, pour répondre à ces enjeux-là, a été, créé, donc dans le cadre de l'écoquartier, un bassin de rétention au cœur du quartier, avec, la plantation d'essences à fort développement, qui très rapidement va pouvoir développer une large canopée. Et donc, quels sont finalement les bénéfices de cette, solution-là? C'est d'une part, d'améliorer ce rôle de tamponnage par absorption, de l'eau, donc dans le cadre des inondations, et puis dans le cadre, de fortes chaleurs, de jouer, finalement, à travers les arbres notamment, d'améliorer la qualité thermique du quartier. Donc là, les arbres ont rendent plusieurs services écosystémiques dans ce cadre-là. D'une part, on a le rôle d'évapotranspiration qui va être joué par la végétation, qui va venir rafraîchir, l'air autour de cette végétation-là. On a également le différentiel de température au-dessus de l'arbre qui va venir recréer, un microclimat, un rafraîchissement de ressenti, en tout cas par les habitants. Par l'ombre de l'arbre, qui va se placer sur des façades de bâtiments, sur des voiries, on va limiter finalement l'absorption de chaleur par, ces espaces, ces surfaces minéralisées, et donc leur relargage de chaleur, la nuit, par exemple. Et donc, on voit bien ici que cette solution-là, par la plantation d'arbres, joue bien ce rôle-là de réduction de la vulnérabilité de cet espace urbain, au changement climatique, à ses impacts. Et puis toujours le co-bénéfice biodiversité avec la recréation, restauration d'un corridor écologique dans un milieu, urbain. Je passe maintenant au milieu, plutôt agricole, avec, l'illustration de l'agroforesterie, dans la ferme du Sara en Hautes-Pyrénées. Donc ici, on le sait, l'agriculture va devoir, faire face à des épisodes de sécheresse, par exemple, de stress hydrique, qui va, mettre en péril sa résilience. Et donc, ici, on s'appuie toujours sur l'arbre. Donc dans cette ferme ont été plantés, à la fois des arbustes et des arbres autour du site, et puis également des arbres fruitiers intraparcellaires, qui jouent le rôle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de rafraîchissement, de permettre également en termes de pompe hydraulique, on va dire, de permettre à la culture d'avoir un accès, meilleur à l'eau, un accès aussi à des nutriments
qui vont être apportés par ces arbres. Et puis également, ces arbres-là vont jouer le rôle d'habitat pour des auxiliaires de culture qui vont permettre à la culture de mieux lutter contre les ravageurs. Et puis également, encore une fois, le rôle de diminution de l'érosion, tel que j'ai pu vous l'expliquer auparavant, le rôle d'ombrage et d'effet de brise-vent. Et il y en a encore une myriade, mais c'est voilà, les principaux. Et puis voilà, toujours le co-bénéfice biodiversité. Ici, on a une préservation des variétés anciennes de fruitiers et puis, comme je vous le disais, la présence du coup d'habitat pour la faune dans ces parcelles. Enfin, le dernier exemple que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, qui ne concerne pas le territoire des Pyrénées ariégeoises, mais qui concerne l'Occitanie de manière plus générale, c'est le risque de submersion marine. Donc, ici, on est sur la pointe de l'Espiguette, qui est une zone humide classée Natura 2000, où, à cause de l'érosion côtière et du recul du trait de côte, on a des enjeux au niveau des impacts au niveau de la submersion marine et des intrusions marines qui ont eu lieu de différentes années, donc qui ont impacté du coup des zones agricoles, qui ont impacté des campings, et donc un enjeu sociétal fort et également fort pour la biodiversité qui est dans cette zone Natura 2000. Donc ce qui a été décidé dans un premier temps, historiquement, ça a été d'installer de l'infrastructure lourde à travers la mise en place d'épis. Et puis le temps a montré que ces infrastructures lourdes ne remplissaient pas l'objectif, puisqu'on avait un déplacement du phénomène d'érosion côtière. Et donc, ce qui a été décidé dans un second temps, c'est finalement de se replier stratégiquement, en tout cas les activités humaines, pour laisser finalement à la mer un espace de liberté pour amortir l'énergie de la houle. Et puis également, a été recréé un cordon dunaire pour compléter d'ailleurs le cordon existant, au total 11 kilomètres, qui permet vraiment de jouer ce rôle de protection contre les submersions et les intrusions marines. Et puis, encore une fois, le co-bénéfice biodiversité, puisque là, on redonne finalement un espace à la biodiversité pour qu'elle puisse se reconstituer. Alors, vous l'aurez vu, hein, les SAFN répondent à un nombre très important d'enjeux d'adaptation au changement climatique de nos territoires. Je vous en ai cité quelques-uns, quelques-unes, mais il y en a vraiment un nombre considérable. D'ailleurs, cet après-midi, vous aurez, je pense, d'autres exemples qui vous seront donnés, que ce soit sur l'eau, l'agriculture. Mais voilà, je souhaitais vous en présenter quelques-uns qui montrent vraiment l'intérêt de ces solutions-là, puisqu'elles sont opérationnelles à notre portée. Ce sont vraiment des services écosystémiques rendus par la nature et qui permettent d'appuyer vraiment les territoires dans cette lutte contre le changement climatique, cette adaptation. On Et va, on je vais va vous devoir conclure, Morgane Viltard, parce qu'on a dépassé le temps et on est très, très serré. Est-ce qu'on d'accord, va avoir un peu alors de temps pour les questions qui vous sont très posées? bien. Je conclus sur le projet artisan en 2 mots, si c'est possible? 2 mots. On OK. me dit à côté 2 mots, ça passe. D'accord. Donc dans ce cadre-là, s'inscrit le projet artisan qui a pour objectif, d'accroître la résilience des territoires, au changement climatique, par, l'incitation, aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc c'est un projet LIFE intégré, qui est soutenu par la Commission européenne et le ministère de la Transition écologique et solidaire, et qui est piloté par, l'OFB dans le cadre, et s'intègre dans ce projet-là 28 partenaires au total. Et l'objectif vraiment de ce projet-là, que ce soit à une échelle nationale, régionale ou locale, c'est vraiment de généraliser le recours au SAFN, d'appuyer les porteurs de projets en leur fournissant des guides, des outils pour mieux comprendre et mieux mettre en œuvre les SAFN, et puis également expérimenter à travers 10 sites pilotes, fait partie le PNR des Pyrénées ariégeoises, et tout vous sera expliqué demain sur les SAFN en milieu forestier. Voilà, donc c'est vraiment généraliser le recours en 8 ans à la mise en œuvre de SAFN par les territoires nationaux. Mmh. Alors j'ai une question, on a 3 Je vous minutes pour les remercie. questions.
Une Oui. question de Guillaume qui dit: «Parmi les SAFN, il y a un grand oublié visiblement, un parent pauvre, c'est la ronce». La ronce, on a encore tendance à la passer au girobroyeur, alors que ce serait un SAFN naturel qui coûte rien et qui permettrait, de jouer totalement son rôle de climatiseur en été, de refuge de biodiversité et cetera. Alors, quid des ronciers? Alors, quid des ronciers? C'est une très bonne question. Je j'avoue ne pas être, experte, des ronciers. En tout cas, en milieu humide, le bord de cours d'eau, n'est pas adapté, en tout cas aux ronciers, parce qu'on le sait, elles ne vont pas, favoriser le fonctionnement, et de ce milieu naturel, propre aux cours d'eau. Après effectivement, les ronciers peuvent être, des SAFN, sur d'autres milieux. J'avoue ne pas connaître, mais assez en tout cas, cet ASAFN, mais je vais, le creuser. Merci en tout cas. Qui a réalisé ces travaux de restauration des milieux? C'est une question d'Oriane et moi je peux la prolonger aussi. C'est est-ce qu'on a déjà des mesures faites sur l'efficacité réelle finalement de ces travaux-là aussi sur, les projets que vous avez présentés notamment? Oui. Alors, qui a mené ces travaux? Alors, c'est assez, disparate. Donc dans le cadre, par exemple, de l'Aude, dans la forêt de Pégulier, c'est, à travers le conseil départemental. Sur le 1 exemple, sur la restauration de cours d'eau, c'est, les syndicats mixtes, du bassin de l'Or et un autre syndicat mixte dont j'ai, oublié, le nom, mais je pourrais vous remettre l'ensemble des liens si c'est souhaité, de ces exemples-là pour que vous ayez bien les structures, qui ont porté ces projets-là. Et puis, pour l'autre question, quant à l'évaluation, des bénéfices, enfin de l'objectif rempli ou non par ces SAFN, c'est, justement, tout l'objectif des territoires, des sites pilotes dans le cadre du projet artisan, c'est vraiment de pouvoir montrer l'efficacité de ces SAFN. On a déjà des exemples qui le montrent, mais il est compliqué, en dehors d'un cadre méthodologique d'évaluation, il est compliqué de bien savoir si c'est vraiment cette mise en œuvre des SAFN qui a permis de réduire, heu, l'enjeu, par exemple, de risque inondation ou si c'est simplement, une modification, des intempéries, par exemple. En tout cas, il faut que ça s'inscrive vraiment dans un cadre méthodologique et ça, c'est, tout l'intérêt des sites pilotes dans le cadre du projet artisan qui va nous donner, beaucoup d'informations, mais des études sont 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 également, en cours, hein, sur les sites et si d'ailleurs des collectivités qui écoutent aujourd'hui, ont, mené des études d'évaluation de l'impact de SAFN sur leur territoire, surtout n'hésitez pas à le diffuser. Mmh. Une question d'André qui est alors pour lequel je voulais vous demander une réponse rapide. Est-ce que les politiques d'arrachage des haies, parce qu'on dit voilà, on plante des haies, c'est bien joli, on a vu l'exemple, dans les Hautes-Pyrénées autour de parcelles agricoles, mais pendant des décennies, on en a arraché, de façon, quasi industrielle. Donc aujourd'hui, est-ce que ces pratiques-là, sont totalement proscrites? Parce que finalement, est-ce qu'on rame pas contre le courant en plantant quelques haies par-ci par-là? C'est un petit peu le sens de la question d'André. Alors, aujourd'hui, certains agriculteurs, par exemple dans le cadre de l'agriculture, par simplicité et aussi par leurs problématiques, qui touchent, leur cœur de métier, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, heu, continuent à arracher des haies, en tout cas, il y a beaucoup de financements qui accompagnent justement le milieu agricole, pour, ne pas arracher les haies ou en tout cas les replanter. Donc c'est une tendance, hein, c'est vraiment une démarche qui est portée par de nombreux organismes financiers de pouvoir, accompagner, dans le milieu agricole en tout cas, la replantation, la restauration de haies. Mmh. Donc Mais il n'y a pas voilà, on une espère que législation qui permet d'interdire? C'est vraiment pour reprendre vraiment factuellement la question d'André. à ma connaissance, non. OK, voilà, je pense qu'elle est un peu frustrante la réponse, mais elle a le mérite d'être, Je je pense qu'André en attendait une autre. je Merci, À ma connaissance, non. Après, encore une fois, je préfère, peut-être, laisser, sur cette question-là, répondre cet après-midi, mmh mh. plutôt, les experts, du sujet. J'avoue ne pas être, experte en tout cas, de ces sujets, sur la législation, typique des Bien sûr. Merci, beaucoup Morgane Viltard.